Bonjour et bienvenue dans ce 10e cours de la partie Constitution et transformation de la matière du programme de terminale spécialité physique-chimie. Aujourd'hui, nous allons parler des réactions chimiques et plus particulièrement de leur aspect microscopique. Alors, on va commencer en parlant de l'aspect microscopique des facteurs cinétiques et ensuite on va regarder les réactions chimiques d'un point de vue microscopique, essayer de les comprendre et de les décrire et on finira par quelques petits exemples. Commençons par les facteurs cinétiques. On a vu deux principaux facteurs cinétiques dans un cours précédent, la température et la concentration. Et quand on augmente la température et la concentration, on voit que généralement la réaction va plus vite, évolue plus vite. Alors pourquoi? D'un point de vue microscopique, c'est pas très compliqué à expliquer. Il faut imaginer qu'une réaction chimique, c'est une rencontre entre deux particules, un choc entre deux particules qui va faire la transformation ou pas. Mais en fait, plus il y a de chocs, plus la transformation peut avoir lieu. Et donc si on a un milieu froid ou un milieu chaud, c'est pas du tout la même chose parce que dans un milieu chaud, il y a plus d'agitation microscopique, donc plus de chocs. En plus, les chocs, ils ont plus d'énergie parce que les particules vont plus vite. Et donc ça veut dire que le choc peut être plus efficace que s'il a moins d'énergie. Pour la concentration, c'est la même chose. Quand on augmente la concentration des réactifs, on augmente le nombre de chocs. Et donc, en fait, la réaction va se faire plus rapidement. Par contre, dans ce cas, l'énergie des particules est la même. On n'a pas augmenté la température. Donc, ça veut dire qu'on n'augmente pas l'efficacité de ces chocs. Par contre, on augmente le nombre de chocs. Donc, la réaction va se faire quand même plus rapidement. Intéressons-nous maintenant à une réaction chimique, qui est une réaction d'addition. Vous voyez, ces deux petites molécules vont s'additionner pour faire celle-ci. Alors on va suivre plus particulièrement l'oxygène qu'on va colorer en rouge ici et le chlore qui sera en vert. Alors voici une petite vidéo de ce qui se passe microscopiquement. En fait, vous voyez que le chlore va venir faire une liaison avec le carbone qui est ici, pendant que l'hydrogène qui était lié au chlore va venir faire une liaison avec l'oxygène. On peut symboliser ceci de cette façon. Vous voyez ici la première molécule. Et voici le chlorhydrogène qui va arriver. Le chlore va venir faire une liaison ici, en cassant donc la liaison qu'il avait avec l'hydrogène. Et l'hydrogène, lui, va venir faire une liaison ici. Et la double liaison entre C et O va se casser aussi. Donc il y a deux liaisons qui sont cassées et deux liaisons qui se sont formées. On peut se poser la question, pourquoi le chlore n'est pas venu s'associer avec l'oxygène et l'hydrogène avec le carbone? Si on fait l'expérience, ce n'est pas du tout ça qui se passe. Alors pourquoi? Pour comprendre ceci, il faut parler d'électronégativité. Quand vous avez des liaisons entre atomes, la barre qui représente la liaison, ici c'est deux électrons, mais ces électrons, ils sont plus ou moins partagés entre ces deux atomes. Si vous avez deux atomes identiques, ces deux électrons, ils vont être autant d'un côté que de l'autre. Par contre, si vous avez un hydrogène et un chlore, les électrons vont aller tourner plus du côté du chlore que de l'hydrogène. On dit que le chlore est plus électronégatif que l'hydrogène, il va attirer plus les électrons à lui que l'hydrogène. Donc on aura en fait une liaison qui va être déséquilibrée. En fait, vu qu'on a des électrons en trop de ce côté-là, on aura un petit peu trop de charge négative, donc on va noter un delta moins ici, et ici il va manquer des électrons, donc on aura une petite charge positive. Ces charges, on peut les marquer directement sur la liaison, ça s'appelle des charges partielles. Ce type de liaison, ça s'appelle des liaisons polarisées, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas équitables, les électrons ne sont pas répartis équitablement entre les deux atomes. Pour savoir si une liaison est polarisée ou pas, il faut connaître l'électronégativité d'un atome, en fait des deux atomes. Cette électronégativité, il y en a plusieurs, on va prendre celle de Pauling par exemple, elle est notée comme ceci, c'est un chiffre, par exemple l'électronégativité de H c'est 2,20, l'électronégativité du chlore c'est 3,16, vous voyez que le chlore est plus électronégatif que l'hydrogène, ça veut dire que le chlore va plus attirer les électrons que l'hydrogène et donc les électrons seront du côté du chlore, il y aura un petit delta moins du côté du chlore. On note qui l'électronégativité comme ceci. Et en fait, si vous avez une différence d'électronégativité qui est faible, en fait, on ne va pas noter ces charges partielles, elles seront trop peu importantes ces charges partielles. On appelle ça une liaison normale, une liaison covalente. Par contre, si l'électronégativité est entre 0,4 et 1,7, alors on va noter ces charges partielles et on appellera ça la liaison polarisée, donc liaison covalente polarisée. Et si vous avez une trop grande électronégativité entre deux atomes, en fait cette fois-ci on appellera ça une liaison ionique, c'est-à-dire que les électrons ils vont être carrément capturés par un des deux atomes, celui qui est beaucoup plus électronégatif que l'autre. Donc cette fois-ci ce ne sera pas une liaison covalente, les électrons ne seront pas partagés. Par exemple ici, le potassium a une électronégativité de 0,82 alors que le chlore c'est 3,16. Donc si on a une liaison entre des potassiums et du chlore, en fait les deux électrons vont être capturés par le chlore.
Dans le cas de la molécule qui nous intéresse ici, la liaison qui nous intéresse, c'est la liaison carbone-oxygène. Le carbone, lui, il a une électronégativité de 2,55, l'oxygène de 3,44. Donc vous voyez que l'oxygène est plus électronégatif que le carbone. Et donc on est dans le cadre d'une liaison covalente polarisée. Il va falloir mettre les charges partielles, delta- sur l'oxygène et delta+ sur le carbone. Donc maintenant, mettant les charges partielles, entre H et Cl, c'est Cl qui est plus électronégatif, entre C et O, c'est le O qui est plus électronégatif, et cette fois-ci, avec ces charges, eh bien, on comprend exactement ce qui va se passer, c'est-à-dire que ici, c'est une question de charge électrique. Les charges négatives vont être attirées par les charges positives, et donc le Cl, il va être attiré par le carbone et pas du tout par l'oxygène, il est repoussé par l'oxygène, donc le Cl ne va pas faire de liaison avec l'oxygène. Donc la liaison qui va se faire, c'est ClC et OCl, parce que ce sont des charges partielles qui s'attirent. Des liaisons se cassent et des liaisons se forment, donc en fait ce sont des électrons qui vont changer de place. On va représenter ceci, regardez. La première liaison qui va casser, c'est la liaison entre Cl et H. Et ces deux électrons-là, ils vont aller venir faire une liaison avec le carbone, ce qu'on va voir ensuite dans le produit ici. Ensuite, la deuxième liaison qui va se casser, c'est la double liaison qui est ici. Et ces deux électrons-là, ils vont être utilisés pour faire une liaison vers le H. Donc voilà comment on va noter la façon dont les électrons bougent pour passer des réactifs au produit. On va mettre des flèches qui représentent en fait le mouvement des électrons. Ces flèches représentent donc un mouvement d'électrons, donc une liaison va se casser et une nouvelle liaison va se former. Et donc ces électrons, en fait, ils vont partir d'un endroit où il y a des électrons, bien sûr, hein, qu'on appelle un site donneur d'électrons, vers un endroit qui a envie d'accueillir des électrons, donc qui est légèrement positif. Généralement, on appelle ça un site accepteur d'électrons. Les sites donneurs d'électrons, c'est les endroits où il y a beaucoup d'électrons, donc les atomes qui ont des doublés non liants, des atomes qui ont une charge partielle négative, ou des atomes qui ont une charge complète négative, par exemple ce sont des ions négatifs. Les liaisons multiples aussi sont des sites donneurs, c'est-à-dire qu'une des liaisons peut se casser pour fabriquer une autre liaison. Les accepteurs, ce sont des endroits qui sont chargés positivement, qui ont envie d'accueillir des électrons négatifs, donc généralement des charges positives partielles ou complètes. Voici un exemple de réaction, on va essayer de comprendre ce qui va se passer pour passer de là à là et de représenter le mouvement des électrons. Les électronégativités ici nous montrent que le brome est beaucoup plus électronégatif que le carbone, et donc on va mettre une charge partielle delta- sur le brome et delta+ sur le carbone. Ensuite ici, sur l'hydroxyde, on n'y voit pas grand chose, donc on va le représenter un petit peu mieux en Lewis, comme ceci. Et en Lewis, on voit que l'oxygène est bardé d'électrons négatifs, donc c'est un site donneur d'électrons. Donc ces électrons-là, il y en a certains qui peuvent bouger. Et ici, on a un site accepteur d'électrons, delta+. Donc on peut penser qu'il y a des électrons qui vont partir d'ici pour faire une liaison vers le carbone, comme ceci. Mais le carbone, il a déjà ses 4 liaisons, donc il y a quelque chose, si on lui en donne une cinquième, il faut qu'il en casse une des 4. Or, parmi les 4, il y en a 3 avec l'hydrogène qui sont assez solides, et une qui est beaucoup moins solide parce que les électrons sont trop du côté du brome, donc c'est cette liaison-là qui va se casser. Donc en fait ici, cette liaison-là va se casser, les électrons vont partir avec le brome. Et au final, vous allez retrouver un ion bromure ici, comme ceci, donc il y a un électron en trop, et puis notre produit. Donc vous voyez, on a expliqué la transformation microscopique qui fait passer des réactifs au produit. Deuxième exemple, on va essayer de comprendre ce qui se passe quand ces deux réactifs se rencontrent. Alors le HCl, on va le détailler en Lewis, et on peut mettre les charges partielles qui correspondent. Il n'y a pas d'autres charges partielles à mettre, c'est parce que les électronégativités ne sont pas très différentes pour les autres atomes C et H. Alors ici, en fait, on a un site donneur potentiel, ici la double liaison, ici on a un delta+, donc on peut penser qu'on peut avoir ceci, c'est-à-dire les deux électrons ici qui viennent faire une liaison avec le H. Bien sûr, si on fait ça, il faut que la liaison qui ici se casse, se rompe. C'est tout à fait possible parce qu'elle est déjà affaiblie du fait que c'est une liaison polarisée. Si ce mouvement d'électrons se réalise, voilà ce qu'on va avoir, c'est-à-dire qu'on va avoir un carbocation, c'est-à-dire un carbone chargé positif, il va lui manquer un électron qui est parti de l'autre côté, hein. Et ici on aura un ion chlorure, donc avec l'électron qui est venu du carbone. Ces entités sont des intermédiaires réactionnels, c'est-à-dire des structures qui vont exister temporairement, mais qui vont très vite se transformer pour fabriquer autre chose. En effet, ici, vous voyez que vous avez des électrons en trop ici et une lacune d'électrons ici, donc ça ne va pas rester comme ceci. Vous allez avoir des électrons du chlorure qui vont venir faire une liaison ici sur le carbone, et au final, on va fabriquer cette molécule-là.
Donc vous voyez, cette réaction en fait se détaille en deux étapes avec ce qu'on appelle des intermédiaires réactionnels entre les deux. Voilà, ce cours se termine, j'espère que vous avez tout compris et à bientôt.